Poutine, comme on dit, a peur, s'attendant à un coup d'État au palais, c'est ce que disent ses assistants. Et en Russie, un mouvement de résistance commence lentement, mûrit et prend de l'ampleur. Après que le service fédéral de sécurité, avec l'aide de Navalny, a éliminé tous les mouvements d'opposition, puis, en éliminant Navalny lui-même, les a décapités. La seule personne au monde, selon le Kremlin, qui était l'opposant principal et systémique de Poutine, et que Poutine, pour une raison tout à fait incompréhensible, craignait énormément. Mais quand il n'y avait plus d'opposition en Russie, il était tout à fait clair que si ce n'est pas toi, alors qui d'autre va vraiment se battre contre toi? Il n'y a plus personne, c'est soit toi-même, soit personne. Non à la guerre! Non à la guerre! Non à la guerre! Non à la guerre! Les politologues divergent sur les raisons du déclenchement de la guerre contre l'Ukraine par le Kremlin. Les avis divergent. Certains pensent que Vladimir Poutine voulait restaurer l'union des républiques socialistes soviétiques, d'autres estiment qu'il ne voulait pas faire la guerre, mais que l'Ukraine a provoqué le conflit et que les États-Unis ont poussé à l'escalade. Est-ce vraiment le cas ou non? Eh bien, je ne sais pas honnêtement. Probablement, un jour, quelqu'un du cercle de Poutine écrira des mémoires, mais comme on dit, rien n'est moins sûr. Certains diront la vérité, d'autres non. La jeunesse russe descend dans la rue, scandant des slogans anti-guerre et exigeant un changement de régime. Les magasins de tout le pays connaissent une pénurie de produits, rappelant la période de pénurie de l'époque soviétique. Même les partisans les plus fervents de cette guerre protestent contre la décision de Poutine. Cet effondrement économique est une menace que Poutine ne peut ni bombarder, ni interdire, ni éviter. Le temps presse pour Poutine, et il découvrira bientôt que son principal ennemi n'est pas l'OTAN, mais la gravité. Vous voyez, le plus grand défi au règne de Poutine a commencé hier, lorsque la jeunesse russe a commencé à se rassembler à Saint-Pétersbourg pour chanter une chanson anti-guerre que Poutine lui-même a interdite en Russie. Écoutez cela vous-même, puis nous parlerons de pourquoi Poutine a si peur. Parmi les paroles de la chanson, on trouve « Chanson, le tsar mourra, nous pourrons à nouveau danser » ou encore « Où étiez-vous ces 8 dernières années ?» Vous, puis une épithète offensante, chanson, monstre, épithète, épithète, épithète. Hé, toi, le vieux dans le bunker, tu t'accroches au trône de ta main sénile, tu penses qu'on est en 1985. Donc ce n'est pas simplement une chanson contre la guerre, elle appelle ouvertement à un changement de régime en Russie et c'est précisément pour cela que Poutine en a peur. En fait, en 2023, lorsque la chanson est sortie, Poutine l'a immédiatement interdite. Le rappeur qui l'a réellement écrite a été obligé de quitter le pays parce que Poutine le poursuivait. Analysons un peu les paroles, parce que si vous aimez l'histoire, c'est un vrai trésor. On va maintenant nous traduire le sens de ce poème lyrique. La chanson s'appelle « Le lac des cygnes coopératifs » et le refrain que nous venons d'entendre dans le clip se traduit principalement par « Je veux regarder le ballet que les cygnes dansent ». Maintenant, la mention des cygnes fait en réalité référence à la célèbre chanson classique russe « Le lac des cygnes » de Tchaïkovski. Mais pour beaucoup de Russes, surtout ceux qui ont vécu en Union soviétique, cette chanson a une autre signification. Vous voyez, en Union des républiques socialistes soviétiques, chaque fois que le gouvernement avait de mauvaises nouvelles, cette chanson passait en boucle sur toutes les télévisions de l'Union soviétique.
Cette chanson a été jouée à la mort de Brejnev. Cette chanson a été jouée à la mort de son successeur Tchernenko. Et cette chanson a été jouée à la mort de son successeur Andropov. Mais la plupart des Russes se souviennent de cette chanson en 1991. En août de cette année-là, cette chanson passait en boucle sur Pathos sans raison. Les gens savaient que cela annonçait de mauvaises nouvelles, mais la plupart des Russes pensaient que soit Gorbatchev était mort, soit quelqu'un d'important était mort. Mais ce n'était pas le cas. Pendant que la chanson passait encore et encore, des chars défilaient dans les rues de Moscou. Un coup d'État était en cours. Le lac des Cygnes était diffusé alors qu'on ignorait encore le vainqueur de la guerre des anciens au Politburo et au comité central. Et généralement, cela durait 2 ou 3 jours. Tchaïkovski, pour ainsi dire. Et les gens apprenaient qu'ils avaient de nouvelles reliques pour lesquelles ils devraient prier, le lac des Cygnes. Le lac des Cygnes, 1, 2, 3, 4. Aujourd'hui, de nombreux Russes veulent à nouveau un changement de régime. C'est exactement ce que demande cette chanson, et c'est pour cela que Poutine l'a interdite. Aujourd'hui, la jeunesse russe la chante au centre de Saint-Pétersbourg. Voici Une autre source. Analyse militaire. 2 millions d'abonnés. chanson a toujours été l'une des formes les plus puissantes de l'adversaire. C'est une façon d'utiliser l'art pour exprimer de vrais sentiments. Et du point de vue politique, la musique a toujours eu le pouvoir d'exprimer ce que pensent des milliers, voire des millions de personnes. Et bien sûr, Vladimir Poutine a récemment reçu une bonne dose de ce que beaucoup de gens dans son pays pensent. Saint-Pétersbourg a été secoué par des protestations. Des centaines de personnes chantaient une chanson pour que Poutine les entende. Maintenant, le président russe est paranoïaque. Poutine redoute un coup d'État inévitable, constatant la perte de contrôle sur le peuple russe. Le 15 octobre, The Telegraph a rapporté que des centaines de jeunes Russes s'étaient rassemblés à Saint-Pétersbourg pour protester contre Poutine et ses sbires du Kremlin. Ces manifestants portaient un message clair, exprimé par leur choix de chanson. Il faut remplacer Poutine pour permettre à la Russie de changer de direction. La manifestation est devenue l'un des rares cas où un désaccord public a eu lieu en Crimée, dans une grande ville russe, ce qui montre à quel point les manifestants sont déterminés. Ils vivent dans un pays où s'opposer à Poutine comporte désormais le risque d'une punition sévère. Mais ils se sont rassemblés en grand nombre avec des musiciens de rue le 14 octobre pour protester contre la loi même qui pourrait entraîner leur punition. La nouvelle loi draconienne sur la censure en Russie, qui déclare en fait tout matériel anti-guerre comme extrémiste. L'objectif du Kremlin est de faire taire toutes les voix dissidentes. Si les Russes n'entendent pas de voix dissidentes, ils soutiendront plus facilement la politique de Poutine, que ce soit les bandes ou le Kremlin. La répression des points de vue opposés devient de plus en plus courante en Russie. Cependant, même Poutine n'a pas réussi à faire taire les foules qui protestaient en utilisant la chanson de Noise MC. Le dirigeant russe ne peut pas croire que la protestation reste cantonnée à une ville et ignorée ailleurs en Russie. Des images existent. Et cela montre une foule prête à se lever et à se battre pour ses convictions. La vidéo, publiée par Telewizja Polska World, dure 2 minutes et montre de nombreuses personnes rassemblées au centre de Saint-Pétersbourg. La génération précédente ne savait pas comment contourner la censure sur Internet. Cette génération le sait. Mais ce qui est assez frappant, c'est autre chose. Les jeunes ne portent pas de masque en sortant dans la rue, tout en sachant qu'ils seront filmés. Ce sont des personnes qui veulent non seulement que leur voix soit entendue, mais aussi que leur visage soit vu. On voit peu de masques dans la foule, soulignant l'absence de crainte face à la réaction possible du Kremlin. La foule chante en sautant, tandis que certains filment tout avec leur téléphone. Réprimer cette manifestation n'est pas envisageable pour Poutine. Ces images circulent déjà en Russie et dans le monde. Telewizja Polska World explique que la Russie ne peut déjà plus arrêter la diffusion des messages de Noise MC. Son œuvre est interdite sur toutes les plateformes contrôlées par la Russie. Néanmoins, la jeunesse russe, techniquement avertie, a pu y accéder via des VPN, selon le média. Les Russes continuent de trouver sur YouTube la musique que Poutine veut leur interdire, et ils le font par millions. La chaîne Noise MC sur YouTube le souligne, car beaucoup de ces clips musicaux ont chacun accumulé plusieurs millions de vues. Beaucoup de ces vues viennent d'eux. Malgré tous les efforts de Poutine pour arrêter cela, C'est frappant. Je suis étonné qu'ils ne cachant pas leur visage, soit ils ne comprennent pas, soit ils ont cessé d'avoir peur. Peut-être qu'après la mort d'1 million de leurs camarades du même âge, ils pensent qu'il vaut mieux aller en prison que d'aller au front.
Le 25 juillet, DV a rapporté que le Parlement russe avait approuvé une nouvelle loi permettant à la Russie d'infliger des amendes aux citoyens qui accèdent à du contenu en ligne que l'État russe considère comme extrémiste. Ce qui est exactement considéré comme un contenu extrémiste reste flou. Parallèlement, le Kremlin a publié une liste de plus de 5000 documents. Cela montre que le Kremlin veut utiliser cette loi pour réprimer toute opposition, même implicite, à Poutine. La nouvelle législation permet également à la Russie de punir toute personne faisant la promotion de VPN dans le pays, ce qui, espère la Russie, rendra son contrôle sur le contenu en ligne absolu. Des personnes comme NoizMC ne pourront jamais atteindre les Russes qui n'ont pas accès à un VPN. Ceux qui regardent ces vidéos en ligne sans VPN risquent une amende pouvant atteindre 64 $. Cela peut paraître peu, mais dans un pays au salaire moyen juste au-dessus de 1050 $ par mois, 64 $ c'est beaucoup. C'est beaucoup d'argent que l'on pourrait dépenser pour regarder un clip musical ou un dépliant contenant quelque chose qui ne plaît pas à Poutine. Poutine veut faire taire toute dissidence, mais le 14 octobre prouve qu'il n'y arrive pas. Le dirigeant russe devient de plus en plus paranoïaque, persuadé qu'un coup d'État est inévitable, comme le montrent les mesures envisagées par le Kremlin. Le Kremlin a agi le même jour que la manifestation à Saint-Pétersbourg. Mais de qui a-t-il peur ? Poutine ? Le 14 octobre, le journal New York Times a rapporté que le Service fédéral de sécurité de Russie, ou Service fédéral de sécurité, avait annoncé une nouvelle série d'enquêtes pour terrorisme visant une vingtaine de Russes opposés à la guerre. Le Service fédéral de sécurité a annoncé enquêter sur un groupe nommé Comité russe anti-guerre, qu'il accuse de vouloir renverser le gouvernement. Ce comité, créé par l'oligarque anti-Kremlin exilé nommé Mikhail Khodorkovsky, comprend de nombreux hommes politiques, professeurs de droit et autres professionnels, qui ont soit fui, soit été expulsés de Russie après que Poutine a lancé son invasion de l'Ukraine. Poutine a tellement peur de ce groupe que le Service fédéral de sécurité publie un communiqué affirmant que le comité russe anti-guerre tente de prendre le pouvoir par la force et de changer l'ordre constitutionnel en Russie. Comment ce groupe s'y prend-il ? Le Service fédéral de sécurité affirme qu'il finance l'effort de guerre de l'Ukraine et recrute des personnes qui se trouvent encore en Russie pour agir en son nom. Il se passe ici quelque chose d'intéressant du point de vue du temps. Peu après le début de l'enquête du Service fédéral de sécurité, une manifestation a réclamé la destitution de Poutine. Aucun lien établi pour l'instant entre la nouvelle opération du Service fédéral de sécurité et la manifestation. Mais Poutine devra se demander, y a-t-il un lien ? Le comité russe anti-guerre a-t-il aidé à organiser cette manifestation ? Cela signifie-t-il que l'enquête du Service fédéral de sécurité a échoué ? Peut-être que Poutine n'aura jamais de réponse. Poutine se perd par paranoïa. Les manifestations du 14 octobre lui donneront encore plus de raisons de s'inquiéter pour plusieurs raisons. La première raison. La seconde raison est que la tenue de ces manifestations montre combien le Kremlin gère mal la prévention de la diffusion d'informations à ceux qui en Russie veulent en les trouver. La Russie essaie peut-être d'éliminer les VPN, mais les gens continuent quand même de les utiliser. Elle tente de censurer des artistes comme NoizMC, mais ils sont toujours écoutés. Si réprimer la dissidence est le signe principal de la paranoïa de Poutine, son échec à y parvenir ne fera qu'aggraver cette paranoïa. Le sentiment anti-guerre grandit en Russie après l'annonce par le Service fédéral de sécurité de la dissolution du comité russe anti-guerre. Khodorkovsky a expliqué à IKS pourquoi Poutine a lancé une enquête. Khodorkovsky a écrit que notre véritable menace pour Poutine réside dans notre rôle de source alternative de légitimité. Si notre travail l'a autant bouleversé, alors il est évident que notre approche est la bonne. Bouleversé, c'est peu dire, il me semble. Poutine est tellement obsédé par l'élimination de toute dissidence que sa façade commence à se fissurer. Beaucoup de Russes perçoivent désormais de la faiblesse chez celui présenté comme l'homme fort du pays. Des chansons dans les rues, aux révoltes, il reste encore beaucoup à faire, je dirais. Mais pour qu'une poule apparaisse, il faut d'abord des œufs, puis un poussin, et ensuite seulement la fameuse poule qui finit par être plumée. Aujourd'hui, Trump a parlé avec Poutine. C'est une conversation avant la rencontre avec Zelensky, et ils ont discuté bien sûr de la guerre en Ukraine et des Tomahawks. Le président Trump a déclaré sur Truth Social qu'il était en train de parler au téléphone avec Vladimir Poutine de Russie. Il dit, je cite, « Je suis en train de parler avec le président Poutine. La conversation continue, elle est longue et j'en communiquerai le contenu, tout comme le président Poutine, une fois qu'elle sera terminée. Merci de l'attention portée à cette question. Nous savons donc que cet appel a eu lieu la veille de la rencontre prévue demain à la Maison-Blanche entre le président Trump et le président ukrainien Volodymyr Zelensky. Le dirigeant ukrainien insiste pour que le président Trump vende à Kiev des missiles Tomahawk, ce qui permettrait aux forces ukrainiennes de frapper plus en profondeur. Les États-Unis ont averti la Russie de cesser la guerre en Ukraine. Sinon, ils réagiront avec des moyens réservés aux États-Unis.
La menace a été lancée juste avant la rencontre entre Donald Trump et Volodymyr Zelensky. Demain, puisque le président des États-Unis cherche à apporter la paix dans une autre région dévastée par le conflit. Au sommet de l'OTAN à Bruxelles, le principal sujet est la défense, car les membres de l'Alliance ont annoncé le début des travaux sur un mur de drones pour contrer la Russie, et également sur l'octroi de milliards de dollars supplémentaires d'aide militaire à l'Ukraine. L'OTAN est une alliance défensive. Elle restera une alliance défensive, mais ne vous y trompez pas, cette alliance défensive est prête et désireuse de faire tout ce qui est nécessaire pour assurer la sécurité de notre milliard de personnes. Mais les États-Unis sont passés à l'offensive, menaçant d'imposer des sanctions à la Russie si elle ne met pas fin à la guerre en Ukraine. Le ministère de la Défense des États-Unis est prêt à faire sa part du travail, comme seuls les États-Unis peuvent le faire. Ainsi, dès que les États-Unis... Donc, en ce qui concerne le domaine militaire, oui, seuls nous pouvons le faire. Qu'est-ce que cela? Le président Trump a parlé de la possible utilisation de missiles Tomahawk lundi. Écoutez, ils ont vraiment besoin de Patriots, ils aimeraient avoir des Tomahawks, c'est un pas en avant, ils aimeraient avoir des Tomahawks. Nous en avons parlé. Je devrais peut-être discuter avec la Russie au sujet des Tomahawks. Veulent-ils vraiment voir ces missiles se diriger vers eux? Je ne le pense pas. Je peux dire, écoutez, si cette guerre n'est pas réglée, j'enverrai des Tomahawks contre eux. Je peux le faire. Le dire. Fournir aux Ukrainiens les Tomahawks qu'ils réclament pour frapper plus loin. En Russie. Mais parlons-en une seconde. Poutine dit que c'est une escalade. C'est encore une fausse déclaration. Cet homme a fait une fausse déclaration après l'autre. En 2022, Poutine a commencé à lancer des missiles balistiques hypersoniques sur l'Ukraine, principalement contre des cibles civiles. Il tire des missiles de croisière depuis l'air et la mer sur des cibles civiles et l'infrastructure énergétique depuis plus de 2 ans. En plus des 500 à 600 drones par nuit que vous voyez là-bas, c'est lui qui a intensifié toutes ces attaques visant principalement des civils. Si l'Ukraine obtient des missiles Tomahawk, comment les utilisera-t-elle? Leur cible principale sera le centre de production de Belogoritsky pour les missiles Shahed construits par l'Ukraine, où travaillent 20 000 Nord-Coréens. Brett, c'est inatteignable. Ce sera la cible numéro 1, mais toutes les cibles seront militaires. L'Ukraine ne visera pas d'objectifs civils. Et ce que Poutine essaie de faire avec le président Trump, c'est la même chose qu'il a réussi à faire avec Biden. Menacer d'escalade si vous faites X, et en conséquence, il y aura quelque chose contre vous. Et il a gagné ce bluff avec Biden encore et encore. Je ne pense pas qu'il le gagnera avec le président. Trump. Zelensky a exprimé l'espoir, après avoir vu Gaza, que cela change quelque chose. Victoire géopolitique, comme au Moyen-Orient. Pour Trump, cela affectera la Russie. Cela influencera-t-il la perception de la Chine? La situation, absolument, tout comme la faiblesse les influence. S'ils sont devenus si agressifs sous l'administration précédente, c'est parce qu'ils percevaient un leadership américain faible dont ils pensaient profiter. Et les faits le confirmaient. L'attaque que le président Donald Trump a ordonnée contre les installations nucléaires a attiré leur attention. Donc oui, en Iran. Que se passe-t-il en ce moment avec certains revers pour l'Iran et ses proxys, le mouvement vers la paix et la stabilité dans la région? Tout cela est organisé par qui? Par la direction américaine sur la scène mondiale qui fixe la norme de ce qui doit être accompli. C'est ce qu'ils essaient de renverser. Ils veulent avoir cette influence. Et voilà, nous avons un président qui le fait. Je suis sûr qu'ils y prêtent attention. Trump a arrêté une bonne demi-douzaine de guerres et de conflits dans le monde, et maintenant il se concentre sur la guerre entre la Russie et l'Ukraine. Ce qui se passe là-bas, sur le champ de bataille, influence la politique mondiale. Que se passe-t-il là-bas? Poutine veut à tout prix conquérir toutes les régions qu'il a incluses dans la constitution russe. De la Fédération, aujourd'hui, des nouvelles importantes sont arrivées du secteur de Pokrovski. Ici, les Russes ont lancé l'une de leurs plus grandes attaques de la guerre, tentant désespérément de percer les lignes ukrainiennes et de libérer leurs forces encerclées.
Leur tentative de surprendre les Ukrainiens a échoué. Les unités ukrainiennes s'étant vite coordonnées face à la menace. Des images de drones ukrainiens géolocalisés montrent comment ils ont repéré un groupe de motards russes fonçant vers Volodymyrivka et ont aussitôt lancé leurs drones vus à la première personne. On voit les drones plonger sur les motards tentant de traverser la route boueuse en zigzag. Certains ont perdu le contrôle, quitté la route et été détruits par des explosions quelques secondes plus tard. En quelques minutes, la route étroite a été bloquée par des motos en feu, devenant un enfer pour le reste de la colonne. Les artilleurs ukrainiens, ayant préalablement repéré la route, ont alors ouvert le feu. Obus après obus tombèrent parmi les débris, détruisant les vagues suivantes de motocyclistes. Les véhicules blindés qui les suivaient ont ralenti pour éviter le chaos devant eux. Lorsque les drones ukrainiens sont descendus d'en haut, ils ont visé les points les plus faibles des véhicules blindés. Les chenilles, les roues et les compartiments moteurs arrière, et un à un, ils ont pris feu. L'infanterie, paniquée, s'est réfugiée dans les ruines de Vladimirivka, poursuivie par de nouveaux drones. Les opérateurs ukrainiens jetaient des explosifs dans les cratères et tranchées, tuant tous ceux qui bougeaient. Les réfugiés dans la ville et les bâtiments voisins étaient frappés par de lourds octocoptères, transportant de grosses munitions. D'autres drones détruisaient les véhicules immobilisés pour empêcher leur réparation ultérieure. L'offensive russe comprenait 6 chars, dont un char tortue, plus de 40 transports de troupes blindées et véhicules de combat d'infanterie, plus de 40 motos et plusieurs centaines de soldats. Malgré ce nombre sans précédent de véhicules et de soldats, la scène s'est rapidement transformée en une nouvelle route de la mort. Lorsque les unités avancées se sont disloquées, les véhicules à l'arrière ont tenté de faire demi-tour, créant un énorme embouteillage, ce qui en faisait des proies faciles pour l'artillerie et les drones. Le renseignement ukrainien a confirmé qu'à la tombée de la nuit, au moins 3 chars russes, 16 véhicules blindés, 41 motos et 2 véhicules supplémentaires avaient été détruits. Les premiers rapports faisaient en état de plus de 100 Russes tués et 50 blessés. Plus tard, les combattants de la brigade AZOV ont indiqué que malgré ces pertes, environ 32 fantassins russes avaient débarqué près de Volodymyrivka, dont 12 tués presque instantanément. Les survivants se réfugiaient dans les sous-sols et les ruines, mais les octocoptères ukrainiens y larguaient de lourdes bombes toute la nuit. À l'aube, la localité était immobile. Cette attaque majeure s'inscrivait dans un plan désespéré du commandement russe pour ouvrir une route d'approvisionnement vers leurs forces encerclées près de Dobropilia. Après l'explosion du pipeline d'ammoniac près de Roussinov, les commandants russes espéraient profiter de la confusion et de la menace qui en résultait. Le gaz ammoniac toxique avançait vers l'ouest, menaçant directement la ligne de communication terrestre ukrainienne et mettant les soldats en danger. Cependant, en pratique, cela signifiait seulement que les Ukrainiens ne pouvaient pas renforcer rapidement leur présence dans la ville, tandis que les unités ukrainiennes de drones et d'artillerie restaient indemnes et pouvaient riposter. De plus, les Russes supposaient que le mauvais temps empêcherait les Ukrainiens d'utiliser ces drones. Mais, comme le montrent les images, les opérateurs de plusieurs brigades et les équipes d'artillerie se sont parfaitement coordonnés et ont sauvé la situation, transformant le ciel en un essaim mortel pour l'offensive russe. Chaque unité complétait les autres, et lorsqu'un véhicule survivait à une frappe, un deuxième drone s'approchait déjà. Globalement, les attaques russes près de Volodymyrivka resteront comme l'un de leurs plus grands échecs près de Pokrovsk. Même après l'explosion du pipeline et la tentative d'empoisonner les Ukrainiens avec de l'ammoniac pour détourner leurs forces, leur offensive massive a échoué et fut détruite. Les débris fumant dans les champs montrèrent l'échec à franchir les fortifications ukrainiennes et leur domination. Des drones. C'est pourquoi les Russes envoient dans des unités non protégées contre les attaques aériennes. Parce que Poutine a désespérément besoin d'une victoire, d'une série de victoires, après quoi il pourra annoncer la fin de l'opération militaire ayant accompli toutes ses tâches. Mais s'il n'y a pas de victoire, alors la résistance silencieuse de la jeunesse se transformera en manifestation de masse, en émeute et probablement en tir de la garde russe sur les habitants des grandes villes, y compris Saint-Pétersbourg et peut-être même Moscou. S'il n'y a pas de victoire, Poutine ne peut pas arrêter la guerre. Si Poutine ne peut pas arrêter la guerre, la résistance à l'intérieur du pays va s'intensifier. Cela signifie que de plus en plus d'amis de Poutine penseront qu'en le trahissant, ils peuvent éviter la fin de leur propre vie. Et tous ceux qui y réfléchiront décideront que leur propre vie leur étant plus précieuse que celle du chef.
et alors au chef. Dans le meilleur des cas, il ira sur l'île d'Elbe, et dans le pire, il traversera Moscou dans un cercueil et sera jeté dans un fossé, au grand plaisir des chiens errants et des gamins des rues. Mais le résultat ne change pas, que l'on remplace ou que l'on permute les éléments. Mesdames, messieurs, cela pourrait-il signifier la fin de la guerre pour l'Ukraine ? Je pense que la nouvelle direction décidera de garder ce qui a déjà été pris et, disons, de ne plus aller plus loin. Mais il est peu probable qu'ils lancent une offensive sous des chansons à Saint-Pétersbourg, et c'est un bon présage du Seigneur. Cela ressemble au début de la lente fin du régime, même si cette fin peut encore tarder très très longtemps. Messieurs, sous la vidéo, il y a une petite cloche que je vous demanderai de trouver et d'appuyer dessus. C'est un moment important pour la chaîne, et sur nos 300, enfin presque 300 000 abonnés, seulement environ 20 000 personnes ont appuyé sur la cloche. C'est très peu et ce n'est pas du tout sain pour l'indexation de la chaîne. C'est pourquoi je vous demande, tout de suite comme on dit, cliquez sur la cloche, frappez la cloche pour qu'elle sonne.